Bonsoir. Très bien. Oui, c'est-à-dire, tout le monde sait que nos services ne fonctionnent pas très bien. En tout cas, c'est lui qui dirait le contraire, soit qu'il ne vit pas dans notre pays, soit qu'il est mal intentionné. Il n'y a que ça. Parce que quand nous disons que nos services ne fonctionnent pas très bien, ce n'est pas d'une façon péjorative, mais c'est une invitation au changement. Ça, c'est tout à fait normal. Quand ça ne va pas, il faut qu'on invite les gens au changement. Alors, maintenant, comment arriver? La question, comment changer les mentalités? Comment améliorer nos services? Quand on se pose cette question, chaque expert dans son domaine doit se mettre à dire que dans mon domaine, s'il faut tenir compte de mon expertise pour changer les mentalités, pour améliorer le fonctionnement des services dans nos sociétés ou dans nos entreprises ou bien dans nos services, voici ce qu'il faut faire. Ça, c'est la démarche intellectuelle. Vous constatez, maintenant vous cherchez des solutions. Et nous, dans la recherche des solutions, nous, en tant qu'auditeurs internes, nous disons clairement, dans notre domaine d'expertise, nous vous disons de passer par la maîtrise des risques, intégrer la notion de maîtrise des risques en votre sein. Or, intégrer cette méthode ne veut pas seulement dire parler de la maîtrise des risques, non. C'est qu'adapter vos structures en fonction de la maîtrise des risques, et cette adaptation des structures va entraîner l'amélioration des fonctionnements des services. Mais quel service rend très bien les services dans notre pays? Non, ils rendent très bien. Ils rendent service, oui, ça c'est connu. Mais est-ce qu'ils rendent bien leurs services? La réponse est non. C'est une seule commune qui peut dire que non, moi tel que je suis organisé, je fais très bien les choses. Là, c'est malheureux. Aucun service ne fonctionne très bien, même dans nos hôpitaux. Même dans nos hôpitaux, est-ce que vraiment on peut se satisfaire de la qualité de nos services que nous recevons partout? C'est-à-dire, améliorer le fonctionnement des services, c'est que partout nous allons pour obtenir un service auprès de l'État, ça fonctionne très bien. Mais quand nous allons à la commune, les gens se plaignent. Vous allez dans les hôpitaux, les gens se plaignent. Vous allez, je ne sais pas dans quel service, les gens se plaignent. Partout, les gens se plaignent. Ça prouve que les services rendus par l'État, à travers ça ne fonctionne pas bien. On rappelle, c'est pour la définition
mentionné avant, que le changement de mentalité est l'abandon d'un ensemble des habitudes intellectuelles, tout ça, pour l'amélioration, c'est dans le but d'améliorer. Ça, c'est la définition du changement de mentalité. Alors, maintenant, pour que le changement puisse se faire correctement, il faut les raisons de changer ou de réorienter une stratégie d'entreprise. Elles peuvent être diverses. Soit une entreprise se voit en retard par rapport à ses concurrents et dit non, nous aussi devons changer de stratégie. Ça, c'est dicté par la concurrence. Ou l'entreprise se dit, bon, nous avons un chiffre d'affaires faible, nous voulons avoir un grand chiffre d'affaires. Vous pouvez aussi changer dans l'entreprise pour viser les chiffres d'affaires ou la rentabilité. Comme aussi se mettre en conformité avec certaines normes. Donc les raisons peuvent être multiples. C'est comme par exemple, en ce qui concerne notre pays, le changement de mentalité. Mais nous savons nous-mêmes la situation de notre pays, on n'est pas des gamins. Comment réfléchir à la population? Comment est-ce que cette mentalité peut être brandie quelque part pour dire que c'est une bonne mentalité? C'est ainsi que les autorités qui ont estimé que cette mentalité n'est pas vouée vers le développement estiment qu'il faut changer cette mentalité. Donc c'est ce qu'on a reconnu l'impérieuse nécessité pour le gouvernement d'avoir cette détermination de changer les mentalités. Maintenant, pour accepter les changements, donc, la mentalité, il faut qu'elle soit légitime. Parce que ceux qui doivent subir les changements, comme ceux qui doivent être les acteurs de ces changements. Donc tout ce monde-là doit être convaincu de la nécessité du changement. Mais il faut qu'il soit convaincu. Il faut vraiment donner du sens, dire à ces gens-là de nous, ce que nous faisons c'est ça, mais ce que nous voulons, nous devons commencer à faire c'est ça. Donc on est obligé de changer pour telle ou telle raison. Voilà ce que nous aurons comme finalité. Donc il faut bien expliquer cette nécessité de changer la mentalité. Et dans le but d'accompagner le collaborateur face au changement, donc comme on l'a dit, il faut bien expliquer aux collaborateurs. Et désormais, vous devez connaître vos attributions avec précision. Désormais, vous devez connaître vos procédures, comment ça se passe, avec précision. Et voilà, il y aura des contrôles qui vont s'apprécier sur tel aspect. Donc, tout ça doit être bien connu. Et puis, par exemple, pour le revenu financier, on peut le dire, quand vous allez changer vos mentalités, nous allons bien faire fonctionner nos services. Et quand nous faisons bien fonctionner nos services, les rendements sera, je vous dis que le mois d'avril, a décidé de faire plus d'1 milliard de dollars. En termes bancaires, ce n'est pas nous qui donnons la suite, mais en termes c'est plus d'1 milliard de dollars. Mais si vous faites bien le travail, vous pourrez arriver à faire même 2 milliards ou 3 milliards par mois. Et quand vous faites 3 milliards par mois, vous avez les 5% de la rétrocession. Et de ces 5% de la rétrocession, vous aurez une prime de temps. Que vous aurez, chaque mois maintenant, vous pourrez vous attendre, les huissiers peuvent s'attendre à $2 000 par mois, si le travail est bien fait. Et les autres, les chefs peuvent s'attendre à 5 000. Voilà des choses qui peuvent motiver, qui donnent du sens. Il suffit de faire ceci, oui, il suffit de faire ceci, vous aurez à la fin cela. Et à l'administration, telle administration, fonction publique, il suffit qu'il y ait de l'ordre, vous faites ceci, vous allez dégager, peut-être il y a trop d'agents fictifs, vous allez dégager autant, ou peut-être des gens qui sont morts, qui n'ont pas encore régularisé leur situation, on va dégager autant, on vous ajoutera comme prix. Donc, vous donnez du sens à ces changements de mentalité. Donc, c'est ainsi qu'il est indiqué qu'il faut bien expliquer aux collaborateurs, parce que c'est eux les acteurs de ces changements de mentalité. Alors, maintenant, nous avons, vous voyez que le changement de mentalité, ce n'est pas très compliqué, et tout le monde comprend déjà de quoi il s'agit. Maintenant, pour le fonctionnement des entreprises, là également, on fait un petit rappel tout simplement de la définition.
que c'est la réalisation, l'accomplissement des opérations suivant des procédures préétablies. Quand ça se fait, donc les services fonctionnent. Alors, pour assurer le fonctionnement d'une structure, il faut une coordination du travail qui passe par la coordination par les procédures et les normes. Donc, on ne doit pas fonctionner n'importe comment. Les normes sont là. Donc, il faut fonctionner en fonction des normes. Et il peut y avoir une coordination. Sinon, les gens vont évoluer en désordre. On sait que tel doit... C'est ce qu'on a besoin de managers. Nos chefs sont là comme managers. Dans l'administration publique, du secrétaire général jusqu'au chef de bureau, ce sont des managers. C'est ainsi qu'on a différencié les cadres, les agents de collaboration et les agents d'exécution. Mais ce n'est pas par hasard qu'on a fait une telle distinction. Oui, l'ombre d'aucun doute. Donc je n'hésite pas une seule seconde pour dire que ça va marcher, ça doit marcher. Parce qu'il suffit d'introduire la maîtrise des risques, il y a un changement de raisonnement, un changement de façon de réfléchir, un changement de démarche. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Et quand on applique ça, toute la situation va changer. Et il n'est pas dit que ça va changer immédiatement, du jour au lendemain ça change. Non, on s'engage dans un processus et vous sentirez qu'au jour le jour, il y aura une évolution. Et en un temps record, vous verrez que tout sera OK. Mais justement, s'ils parviennent à bien faire l'état des lieux, mais ils ne parviennent pas à donner toutes les bonnes solutions, ça veut dire que la démarche qu'ils ont adoptée n'est pas bonne. Nous disons, abandonnons cette piètre démarche qui nous avilit davantage, qui fait que nous puissions toujours être dans un pays sous-développé. Abandonnons cette démarche, rejoignons la démarche de la maîtrise des risques qui commence par l'état des lieux, tout le monde sait le faire, et puis qui définit les objectifs. D'abord, on ne s'occupe même pas des causes. Parce que s'il faut s'occuper d'abord des causes, nous reculons d'abord. Hein. On va s'occuper, le passé va nous servir pour résoudre un problème. Mais on ne doit pas vanter le passé, que nous soyons nostalgiques du passé. Non, le passé est déjà passé. Alors nous maintenant, réfléchissons objectivement ce qu'on doit faire, ce qui est le plus important. Mais on se perd de temps derrière nos ancêtres. Mais nos ancêtres ont vécu leur époque. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas que la coutume doit être éradiquée, écartée, non. Même pas l'environnement sociologique, mais les éléments de cette coutume, les éléments de cet environnement qui nous plombent, qui nous empêchent d'évaluer, c'est ce qu'il faut enlever. Tout de la coutume n'est pas mauvais. Quand la cérémonie de mariage, c'est une cérémonie coutumière. On ne doit pas dire plus question, nous ne devons plus nous marier selon la coutume, marions-nous selon ce que nous voulons. Non, la coutume est là, respectez-la. Elle n'empêche pas de se marier. Au contraire, elle canalise seulement le mariage. Elle n'empêche pas de se marier. Mais s'il y a des considérations qui empêchent notre évolution, par exemple, notre génération à bien évoluer, c'est ça qu'il faut changer et adapter à la nouvelle donne. Il n'y a que ça à faire. Parce que aujourd'hui, il faut bien vous couvrir. Vous devez porter ceci, vous devez porter pour bien vous couvrir. Il faut être en costume. Mais est-ce qu'au XVe siècle, ils avaient des costumes? Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire non, comme nos ancêtres portaient des raffias, nous devons porter des raffias? Non. Donc, c'est question d'évoluer d'une façon méthodique. C'est là où on met l'accent sur la réflexion. On doit bien approfondir la réflexion.
Non, justement, l'argent peut ne pas être un risque pour faire échouer la situation, un objectif. Ça dépend de l'objectif. Parce que aujourd'hui, par exemple, si on doit dire, on recommande aux gens de préférer le foufou plutôt que la chikwang. Mais en quoi ça va exiger l'argent? Parce que les gens mangent toujours le foufou, ils mangent toujours la chikwang. Alors maintenant, on dit seulement changer, au lieu de manger la chikwang, manger le foufou. L'argent que tu utilises pour acheter le foufou, maintenant achète la chikwang, ou vice-versa. Mais en quoi l'argent sera indispensable? L'argent sera indispensable quand vous avez fait l'identification des risques et vous vous rendez compte que ce sont des éléments importants qu'il faut prendre en compte. Maintenant, on vous dira, bon, pour acheter le carburant, il faut l'argent. Pour faire ceci, il faut l'argent. Là, l'argent devient nécessaire. Justement, pas nécessairement. Parce que ça peut exiger, certaines formations exigent beaucoup d'argent, mais pas toutes les formations. D'abord, prendre la décision, ça exige quel moyen? Pour qu'ils comprennent, les documents qui en parlent sont là. Maintenant, pour qu'ils lisent ces documents et comprendre, est-ce qu'ils ont besoin d'argent? Les services peuvent s'adapter d'abord pour la notion. L'autorité viendra s'impliquer pour la formalisation. Parce que l'autorité peut ne pas avoir le pouvoir de signer un arrêté ou un décret. Donc, ceux qui sont habilités à le faire, ce sont ceux-là qui vont travailler. Mais leur donner l'information, leur présenter l'impérieuse nécessité qu'il y a à changer. Ça peut venir même du bas de l'échelle. Mais moi, je conçois, je trouve que c'est bon. J'en parle à mes chefs doivent comprendre. Eux aussi peuvent en parler à leurs chefs, ainsi de suite. Donc ça peut venir d'en bas, mais à condition qu'il y ait une certaine réceptivité auprès à un certain niveau, et puis de la volonté. La coordination est vraiment importante. Et même la supervision directe, effectivement, il faut, comme je l'ai dit, comme c'est chaque jour qu'on travaille, le contrôle interne fonctionne de chaque jour et l'activité fonctionne de chaque jour. Donc, à tout moment, il faut qu'il y ait une supervision à tous les niveaux. D'abord, soi-même, vous regardez, vous supervisez, et la hiérarchie doit se superviser. Et la communication au sein de l'entreprise doit aussi être quelque chose de réel et d'une bonne qualité. Donc, quand on a atteint ce niveau de fonctionnement des services, c'est que les services fonctionnent très bien. Maintenant, faisons un lien entre la maîtrise des risques et apporte une démarche qui aide une structure à bien comprendre son environnement. Parce que, comme je l'ai dit, le fait de vouloir faire l'état des lieux, c'est déjà un raisonnement. Vous devez réfléchir, vous n'allez pas faire un état des lieux à la volée. Il faut connaître qu'est-ce que vous allez mettre sur l'état des lieux ou dans l'état des lieux. Donc, ça exige une connaissance. Donc, on vous oblige à bien connaître votre environnement et être capable de préciser ce qu'elle veut. Comme je l'ai dit, c'est un paradigme qu'on change à travers la maîtrise des risques. Avant, on vous disait dégager les causes et puis proposer des pistes de solutions. Mais ici, on vous dit
qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, vous identifiez, évaluez les risques, on trouve les traitements, on facilite la circulation de l'information et on dynamise aussi l'évaluation permanente par les dirigeants. Donc, ce qui change, c'est cette obligation de bien connaître l'environnement, de bien le présenter, et surtout d'être capable de donner, de présenter les objectifs. Ça, c'est une obligation dans la logique de la maîtrise des risques. Quand vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas dans la logique de la maîtrise des risques. C'est-à-dire, vous allez toujours avoir des éléments qui vont vous surprendre. Parce que vous n'aurez pas la possibilité de mesurer, de prévoir. Donc, votre qualité de prévention sera faible. Mais la maîtrise des risques vous aide à avoir une bonne qualité de prévention. C'est là le plus important de la maîtrise des risques. Donc, on va changer de la routine à quelque chose de plus performant. Avec le contrôle interne comme moyen, parce que comme je l'ai dit, la maîtrise des risques c'est une finalité. Mais le contrôle interne est un moyen utilisé pour atteindre la finalité de la maîtrise des risques. Parce que quand on doit bien comprendre l'environnement, c'est que les services se connaissent. Quand on peut être capable de préciser les objectifs, c'est que les services aussi se connaissent. Donc, quand ici, la maîtrise vous oblige à faire ça, donc, le contrôle interne vous oblige aussi à faire ça, parce que qui fait quoi? Nous sommes dans le contrôle interne. Quand on vous oblige à faire ça, c'est que vous êtes dans la logique de la maîtrise des risques. De la maîtrise des risques vous envoie au contrôle interne, et le contrôle interne vous oblige à faire un certain devoir. Quel devoir? Préciser qui fait quoi? Formaliser les procédures, et ainsi de suite. Donc, pour que le contrôle interne soit efficace dans une structure, il faut qu'il y ait une définition claire et précise, comme je l'ai dit avant. C'est-à-dire, tout est connu, chacun sait ce qu'il doit faire, et tout circule normalement. Et comme la surveillance aussi, comme on l'a dit, doit être démise. Alors, maintenant, quand on met en œuvre ce désormais, le contrôle interne plus la démarche de prise de risque, c'est là où vous aurez les changements. Avant, on ne faisait pas ça, on ne tenait pas compte. Dans plusieurs services, il n'y a pas un job description bien élaboré. Maintenant, on vous oblige d'avoir un job description bien élaboré. Vous n'avez pas la fiche de poste, on vous oblige d'avoir la fiche de poste. Vous n'avez pas de manière de procédure bien élaborée ou actualisée, on vous oblige à avoir des manuels de procédure bien élaborés et actualisés. Peut-être la circulation de l'information n'était pas bonne, on vous oblige à avoir une bonne circulation de l'information. Le contrôle, l'autocontrôle, le contrôle mutuel, le horizontal et le contrôle vertical, peut-être ne fonctionnent pas très bien, on vous oblige à avoir ce type de contrôle. Mais quand on vous oblige à avoir tout ça, ça devient une obligation, mais à la fin c'est quoi? Et ça vous oblige aussi, et on vous dit aussi que c'est chaque jour que vous devez faire ça. Donc on vous oblige aussi à changer de mentalité. Donc à travers la maîtrise des risques, on vous oblige à changer de mentalité parce que vous devez commencer à poser des actes quotidiens qui vont vous transformer au jour le jour. Donc, il suffit seulement de poser tel acte, peut-être inconsciemment vous le faites. Demain, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Vous le faites très bien. Le lendemain, vous faites bien votre travail. Vous ne savez pas que vous êtes en train de vous changer. Et c'est ainsi que moi, je qualifie ça toujours de révolution aromatisée. J'ai toujours utilisé cette expression, révolution aromatisée, c'est-à-dire un changement profond qui s'est fait, mais dans la douceur. C'est comme les changements apportés par nos appareils. On n'a obligé à personne d'avoir un appareil téléphonique. Mais là, surtout qu'on met des appareils téléphoniques sur le marché,
chacun se dit, ah, moi aussi je dois avoir un appareil. De soi-même, vous allez prendre un appareil. Et on vous apprend, maintenant ce sont des appareils avec caméra. On ne vous oblige pas d'acheter. Mais vous-même, vous prenez des appareils avec caméra. On ne vous oblige pas à avoir des Android, mais de vous-même. Donc, cette révolution que vous vivez au jour le jour, parce que c'est au jour le jour. Hier, vous avez besoin d'un appareil sans caméra, mais aujourd'hui, un appareil sans caméra devient presque inutile. Mais c'est vous-même qui allez vers ça. On ne vous oblige pas. Mais ici, c'est la même chose. Donc, on ne fait pas pression. Faites bien votre travail. On met à votre disposition tous les textes. Faites bien votre travail. Et quand vous faites bien votre travail, si vous voulez qu'on vous garde ici, faites le travail. Donc vous-même, vous vous adaptez. Vous améliorez votre qualité de travail. Au jour le jour. Et demain, quand vous êtes dans les bains de cette qualité de travail, mais qu'on vous ramène encore dans la vieille situation, vous direz, mais non, moi je suis à tel niveau, je ne peux plus reculer. Avant, les machines mécaniques dans le secrétariat, mais c'était à la mode. Mais aujourd'hui, dites à une secrétaire, bon, enlève les ordinateurs, rentre avec les machines mécaniques. Je crois que vous direz, mais vous êtes fous. Tout simplement parce que les niveaux qu'on a atteints, ces changements qu'on a atteints, nous empêchent de reculer. Alors, la méthode de risque, c'est la même chose. Donc, quand on vous oblige à faire bien le travail, les éléments sont là, vous faites bien votre travail, vous vous améliorez au jour le jour, mais c'est ça le changement de mentalité. Parce que vous n'allez plus accepter de reculer. Et parce que vous avancez, donc vous avez fait ce qu'on appelle des changements de mentalité. Et maintenant, quand vous avez changé de mentalité, ce n'est pas au profit de vous-même, mais au profit du service que vous utilisez. C'est-à-dire le service sent que votre rendement a augmenté. Vous devenez de plus en plus efficace. Et quand le service devient de plus en plus efficace, les agents travaillent correctement, mais on améliore quoi? On améliore le fonctionnement du service ou de l'entreprise. Donc, c'est pour dire que on n'a pas besoin de faire trop de gymnastique intellectuelle, mais ce sont des petits principes qu'on peut qualifier de petits, mais ce sont alors ces grands principes qui vont transformer notre pays. Et je vous l'ai dit, état des lieux. Quand on a fait l'état des lieux, tout le monde se retrouve devant un virage ou deux voies. Première voie, vous prenez à droite pour dire quelles sont les causes de mes faiblesses. Ça, c'est la première voie. Si vous optez pour cette voie-là, la suite, c'est déterminer les pistes de solutions et puis on a déterminé combien de pistes de solutions. Vous le savez, des milliers, mais résultats, nuls. Maintenant, on vous dit, quand vous prenez la gauche, on ne vous posera pas la question quelles sont les causes, mais on vous posera la question qu'est-ce que vous voulez. Avec joie d'ailleurs. Avec joie, monsieur, qu'est-ce que vous voulez. Dans le calme. Et on vous donne le temps de réfléchir. Et quand vous avez bien réfléchi, je vais peut-être vous répondre. Ok, revenez. Quand vous venez, non, moi je veux ça et ça. On voulait ça et ça. Ok. Maintenant, continuez la réflexion. Qu'est-ce qui peut vous empêcher, ainsi de suite. Donc, c'est un changement radical. Mais les gens peuvent considérer que c'est un petit changement. On a fait même une émission à RTNC autour de ça. C'est un changement radical. La raison pour laquelle nous disons que la maîtrise des risques, avec la démarche de la maîtrise des risques, il y a un changement radical de mentalité auprès de ceux qui doivent évoluer. Et quand il y a un changement radical auprès de ceux qui doivent, auprès des acteurs, nous aurons un changement radical dans le fonctionnement des services, dans le sens de l'amélioration du fonctionnement des services. Et il y a des gens, ça change l'homme en général. Mais, comme on le sait dans le monde, il y a aussi des gens qui refusent les changements. Refuser les changements, la maîtrise des risques, c'est refuser les changements. Et quand vous avez refusé les changements, c'est que vous avez aussi refusé l'amélioration du fonctionnement des services. Et ceux qui refusent les changements, on les appelle les métathésiophobie ou
ou les métathésiophobes. C'est un terme français qu'on n'a pas inventé. La métathésiophobie, c'est le refus des changements. Or, le changement, s'il y a des résistances, c'est que si la majorité de notre population ou de nos dirigeants refusent le changement, donc ils sont dans la métathésiophobie. Or, ce n'est pas normal, donc nous devons accepter l'amélioration des fonctionnements, l'amélioration de faire fonctionner bien nos services. Quand on accepte ce principe, c'est qu'on doit accepter aussi le changement des mentalités. Et quand on accepte le changement des mentalités, c'est qu'on doit aussi accepter la maîtrise des risques. Je dis et je vous remercie. L'orateur du jour a commencé par dire que la maîtrise des risques, c'est l'assurance raisonnable. Car risque zéro n'existe pas. Oui, effectivement, les risques zéro n'existent pas. Parce qu'aujourd'hui, même pour respirer, il y a un risque. Le risque d'attraper le coronavirus. La conséquence de la maîtrise des risques, c'est l'atteinte des objectifs. Les pourquoi, c'est rendre les services efficaces et efficients. Il a parlé de deux aspects. La démarche et les contrôles internes. Les contrôles internes, il a dit que c'est l'ensemble de tous les process qui est mis au sein de l'entreprise pour permettre son bon fonctionnement. Et la démarche, il a dit qu'il n'y en a pas deux. La démarche qu'il a pris objectif, c'est celle dictée par COSO 2. Et dans COSO 2, on commence toujours par l'environnement et on termine par les pilotages. S'il faut un peu énumérer, il y a l'environnement du contrôle, il y a la détermination des objectifs, il y a l'évaluation des risques, il y a le traitement des risques, il y a l'information et la communication, il y a l'élément de contrôle et il y a le pilotage. Mes chers amis, chaque auditeur est censé maîtriser cette démarche de COSO 2. Il a fini par parler du changement de mentalité. Et c'est un sujet qui est d'actualité dans notre environnement ou dans notre pays. Pour atteindre les objectifs aujourd'hui, je me suis toujours demandé, est-ce que pour mettre la peinture sur un bâtiment, il faut que la Banque mondiale vienne vous dire, mettez la peinture ici? Il y a des choses parfois qui nous rabaissent, mais il y a aussi des grands esprits parmi les auditeurs. Et là, j'ai toujours dit que chaque fois que je parle avec monsieur, je m'excuse de citer son nom, Vincent Galicia, s'il vous dit faites ça, vous allez trouver ça. C'est correct. Et c'est comme ça qu'un auditeur doit se comporter. L'auditeur ne peut pas parler à peu près. Est-ce que si nous faisons ça, nous pouvons aboutir à quel objectif? Ah, je ne sais pas. Donc, vous n'avez pas encore maîtrisé les risques de votre environnement. Nous passons maintenant à la partie la plus importante, c'est les débats.
Oui, il est facile. Il n'est pas compliqué. Il est facile tout simplement parce que à partir de la maîtrise des risques, de l'analyse, la démarche de la maîtrise des risques, vous saurez situer l'élément à changer et comment vous allez le changer. Pour que nous puissions réfléchir sur ça, est-ce que nous avons réellement besoin de l'argent ou de l'aide extérieure? Pour comprendre que ce que nous vivons, parce que nous faisons l'état des lieux sans problème. Nous devons dégager ce qui ne va pas. Et quand nous avons dégagé ce qui ne va pas, on doit savoir ça. Maintenant, on vous dit qu'est-ce que vous voulez maintenant. Vous avez dégagé ce qui ne va pas. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Jusqu'à là, vous n'avez pas besoin d'argent. Justement, c'est-à-dire dans la maîtrise des risques, on a la possibilité de chercher à décider sur les profils. Parce que quand on doit dire que pour régler telle affaire, on a besoin de tel, on donne les profils. Et quand on n'a pas tenu compte de ces profils-là, c'est qu'on est proche d'accepter la défaite. Donc on vous dit déjà, ça, qui peut faire ça? Vous posez la question, ah non, d'une façon impersonnelle. On décrit les profils. Maintenant, quand il arrivera le moment où il faut poser le problème, l'acte, si le monsieur qu'on propose n'a même pas ces profils-là, ça dit on est à côté. Donc, c'est question d'abord d'ériger les principes avant de chercher à les appliquer. Justement, c'est cette habitude qu'il faut condamner. Parce que à quoi sert un État qui doit accepter que les gens viennent au service quand ils veulent, comme ils veulent, qu'ils fassent n'importe quoi? Pourquoi accepter de telles personnes? Mais s'il y a un déficit organisationnel, maintenant comblons ces vides-là. Comblons d'abord ces vides organisationnels et puis vous allez voir la suite. Mais on ne veut pas combler ces vides. Mais quelle suite on veut avoir? Parce qu'avec la maîtrise des risques, il y a des mauvaises habitudes, que ce soit l'implication de l'interventionnisme de certaines personnes. Ça va diminuer de soi. Ça va diminuer de soi. Ça va diminuer de soi. Oui. Ça va diminuer. Ouais. Mais justement, c'est-à-dire, avec la maîtrise des risques, l'avantage de la maîtrise des risques, c'est qu'on se contrôle à tout moment. Et on sait détecter immédiatement qui est fautif dans le service. C'est ça l'avantage. Donc on essaie d'abord, parce qu'après tout, il faut qu'on fasse quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Croiser les bras et attendre, ou bien agir. Essayons d'abord cette idée qui est là, qui a fait ses preuves ailleurs, qu'on la mette en place. Vous allez voir la suite. La maîtrise des risques ne privilégie pas la sanction. Ça ne privilégie pas la sanction. On privilégie la maîtrise de tout le monde pour bien faire. On privilégie le bien faire. Donc, on ne doit pas privilégier. On se dit qu'on est en face de gens qui connaissent, qui comprennent et qui veulent travailler. On part de ces principes-là. Maintenant, quand on constate qu'ils ne veulent pas faire, c'est lui qui ne veut pas faire. On le saura que c'est toi. Ce n'est pas tout le monde ne veut pas faire, mais c'est toi qui ne veux pas faire. Et quand on a une telle présence sur la personne, on prend des dispositions. Mais on n'a pas pour vocation de sanctionner. C'est comme si on mettait des appâts. Dès que vous tombez, on vous arrête. Non. Là,
on améliore le fonctionnement des services. C'est ainsi que il y a même des auteurs qui disent que quand on applique la maîtrise des risques et l'audit interne tel qu'il est conçu maintenant, à la longue, la fameuse phrase de Vladimir Lénine qui disait que le contrôle, la confiance n'exclut pas contrôle. Avec l'amélioration de l'audit et de la maîtrise des risques, on tend vers l'inversion de cette phrase-là, que la confiance exclut contrôle. Parce que tout le monde fera ce qu'il doit faire. Et de la bonne manière. Vous allez encore le contrôler pourquoi? Oui, c'est-à-dire dans la maîtrise des risques, il n'y a pas un seul acteur. Tous sont des acteurs, du dirigeant jusqu'au plancher, au huissier. Alors maintenant, il faut qu'il y ait une communication entre les dirigeants, le sommet et la base et le sommet. S'il n'y a pas de reporting du sommet vers la base ou de la base vers le sommet, mais l'information ne va pas circuler. Et il y a certaines des réalités qui ne seront pas prises en compte par les chefs, mais quand les chefs prennent des décisions sans tenir compte des réalités, parce qu'ils ne les connaissent pas, mais c'est ce qui est grave. Mais quand il y a ces feedbacks aller-retour, au moins les sanctions qui pourront être proposées, disons ce qu'il faudra réajuster, le sera dans de bonnes conditions. Ok, merci.